Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du dimanche dont voici les titres. Collecte de fonds en vue de la construction d'une mosquée à Mzouazia dans la commune de Brini. L'occasion d'organiser une journée gastronomique aujourd'hui afin de lever ces fonds. Nous avons rencontré l'association Sim Al-Makaz. Elle nous a fait part de ce projet et de ses aboutissants. Santé dans ce journal pour évoquer la maladie de l'endométriose qui touche les femmes. Nous accueillons ce soir la fondatrice de l'association Endomayotte, Abouchirou Matoir, avec qui nous aborderons le complexe de cette maladie et comment sensibiliser les femmes atteintes de cette maladie à Mayotte. Et puis la clôture du festival Yelewa Jazz, il se termine en fanfare aujourd'hui sur la place de la République à Mamoudzou. Nous étions sur place pour recueillir les réactions des participants. C'est à découvrir en fin de journal. Direction le sud pour démarrer ce journal avec cette collecte de fonds organisée par l'association Sim Al-Makaz de Mzouazia. Cela s'est mis en place sous forme d'une journée gastronomique à la plage de Mastar. L'objectif visé étant de parvenir à la construction d'une mosquée mais aussi d'une madrasse dans le quartier Cavani à Mzouazia. Le reportage est signé Bibi Mariam Halidi et Jaïdi Maolida. Sur les étals, du felkimrogo, fenyenieti, koloda et d'autres plats locaux, cuisinés rarement. Mariati a fait le déplacement depuis Kombani pour s'approvisionner. Ah, ce koloda est trop bon. Je l'ai acheté et je l'ai dégusté immédiatement car ça fait trop longtemps que je n'en avais pas mangé. La dernière fois, je crois que c'était en 1980. J'avais même oublié son nom. Il a fallu qu'on me le rappelle. J'ai pris d'autres plats comme le tutsubi. En tout cas, je n'ai pris que de bonnes choses. Ici, certains clients achètent mais ne savent pas qu'ils participent à un don. Je sais que j'aide une association, mais je ne sais pas après ce qui suit après. Mais je sais que quand on est là, on a un esprit aidant, donc on aide des associations à grandir. Il était tôt, on cherchait à manger et du coup on est tombé sur ça. Ça avait l'air super bon, ça sentait bon, mais on ne savait pas du tout. Cette journée gastronomique est mise en place par l'association Sim Al-Makaz de Mzouazia. Objectif, collecter des fonds pour la construction d'une mosquée, mais aussi d'une madrasse. Alors on construit notre mosquée et on préfère faire des actions concrètes comme celle d'aujourd'hui pour collecter l'argent nécessaire à la fin des travaux. Tous les 2 mois à peu près, on fait des journées gastronomiques où on met en avant justement des plats traditionnels, des plats locaux qui sont beaucoup appréciés justement par nos clients. Et ça nous permet en fait de financer les travaux qui ont débuté depuis 2 ans et dont là on est en fin des grosses œuvres. Donc on a encore besoin de dons, on a encore besoin de fonds pour avancer les travaux. Des travaux qui devaient se terminer initialement en octobre 2022, mais une année de retard est envisagée malgré les 2 400 € collectés aujourd'hui par l'association. Et nous ouvrons à présent une page santé dans ce journal pour parler à présent de l'endométriose, une maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien, qui se définit comme la présence en dehors de l'utérus de fragments de muqueuse utérine. Alors, pour en parler plus concrètement, nous recevons Abouchirou Matoir, qui est la fondatrice de l'association Endomayotte. Bonsoir madame. Bonsoir à tous. Alors, toute première question pour définir cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'est l'endométriose ? Alors, l'endométriose elle se caractérise par des cellules semblables à la muqueuse utérine et se développe en dehors de la cavité utérine. Les symptômes fréquents sont les douleurs, les douleurs invalidantes pendant les règles et aussi les fatigues chroniques, une difficulté à uriner, une difficulté à avoir une digestion normale, donc beaucoup de douleurs, et aussi ce qu'on appelle une dyspareunie. C'est le fait d'avoir mal pendant les rapports sexuels pour certaines femmes atteintes de cette maladie. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas tout résumer. Et quelles peuvent être les conséquences de cette maladie chez une femme ? Alors les conséquences, il y en a beaucoup.
La première cause, c'est l'infertilité. La femme, quand il y a une femme qui a cette maladie, elle ne peut pas avoir des enfants. Après, ça dépend des femmes, parce que cette maladie, elle a 3 formes. Il y a des femmes qui ont cette maladie, pour lesquelles cette maladie, elle agit grave. Et il y a d'autres femmes qui peuvent développer cette maladie d'une manière moins sévère. Oui, et c'est là d'ailleurs qu'on parle d'une maladie complexe, qui d'ailleurs ne se développe pas de la même manière d'une femme à l'autre. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Alors, on parle aussi d'une maladie bénigne, au sens médical, au sens médical en tout cas du terme en question. Et on parle aussi on dit aussi que cette maladie, elle peut provoquer un handicap invisible. Oui, c'est ça. Notamment via les douleurs vraiment invalidantes auxquelles j'ai cité. On ne peut pas bouger, on n'arrive pas à avoir une vie normale, en fait, quand on a cette maladie. Alors, et on en vient justement à la création de votre association Endo Mayotte, qui est en cours de création. Pourquoi alors cette volonté de créer cette association à Mayotte? Alors, tout simplement parce que j'ai constaté qu'ici à Mayotte, quand ça touche la santé de la femme, c'est un sujet banalisé, surtout quand ça va dans le sens de l'intimité de la femme. En fait, dans notre communauté, on normalise. Et ça, ce sont des tabous qu'on doit casser. Et je suis consciente qu'il y a encore énormément de travail à faire pour pouvoir conscientiser la population par rapport à cette maladie. Alors justement, comment comptez-vous aborder cette tâche, ces missions? Comment allez-vous sensibiliser ces femmes à ce sujet? Alors, tout ça, ça va se résumer par rapport aux actions qu'on va mettre en place. Notamment, par exemple, on va essayer de faire des journées de prévention dans les établissements scolaires, diffuser les informations sur la maladie à grande échelle et plein d'autres actions que nous mettrons en place à long terme. Et vous avez déjà un planning sur les différentes actions? Enfin, quand je parle de planning, est-ce que vous savez déjà comment vous allez procéder justement pour atteindre ces femmes et pour mettre en place ces différentes actions dans les 4 coins de l'île? Vous avez déjà une idée ou c'est déjà planifié Pour l'instant, ce n'est pas encore planifié, c'est en cours. Donc, pour l'instant, on voit à peu près comment on peut faire pour toucher le plus de monde, et surtout les femmes atteintes de cette maladie, parce que ça les concerne personnellement. Du coup, pour l'instant, rien n'est encore validé. Tout est en cours. On a des chiffres à Mayotte concernant... À Mayotte, non. Mais en général, l'endométriose touche 10% des femmes. D'accord. Dernier point, avant de nous quitter, est-ce que vous avez, en tout cas par rapport à cette maladie à Mayotte, est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui en sont atteintes? Oui, un petit message, ça serait de leur dire de ne pas s'enfermer sur elles et se regrouper en association leur permettrait de se faire entendre. Parce que surtout, avoir cette maladie, c'est une chose très difficile. Il faut s'informer. Avoir un traitement adapté pour pouvoir traiter cette maladie. Et aussi, il y a plein d'autres actions à mener et ça serait bien qu'on se regroupe pour pouvoir mettre des choses en place qui seront visibles. Abouchirou Matoir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de l'association Endo Mayotte. Merci. Merci à vous. Santé toujours avec cette solution de gagner sa vie en travaillant moins. C'est en tout cas le choix de plus en plus d'infirmières qui optent pour l'intérim plutôt que d'intégrer un hôpital. Elles sont jeunes mais ne veulent plus d'un poste fixe mal payé. Et cette option de l'intérim coûte une fortune aux hôpitaux publics qui manquent désespérément de bras. Saanda Souban et Anne Domi. Face à la pénurie d'infirmiers, les hôpitaux font de plus en plus appel à des intérimaires. 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts. Mais cette solution n'est-elle pas une impasse pour l'hôpital? Dans cette agence spécialisée, chaque jour, 1200 demandes de remplacement infirmiers arrivent. Les candidats sont nombreux et parfois très jeunes. Vous allez m'expliquer un petit peu votre parcours? À 20 ans, cette étudiante sera diplômée l'année prochaine.
Pour elle, hors de question de signer un CDI à l'hôpital. Pour quelqu'un comme moi qui veut bouger n'importe quand elle en a envie, c'est compliqué. Dans la salle d'à côté, la motivation, c'est la rémunération. Plus intéressante en intérim qu'en CDI. En poste fixe, en début de carrière, on commencerait plus à 1800, le salaire. Tandis qu'en tant qu'intérim, avec les primes, on peut aller à 2000-2005. Un système très onéreux pour les établissements. Prenons l'exemple de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Un infirmier salarié y touche 15 € brut de l'heure. Un intérimaire, 16,70 € plus 10% de prime de précarité. L'hôpital doit en plus débourser 25 € par jour à l'agence intérim. Selon le patron de la PHP, il faut en finir. Il y en a beaucoup qui utilisent cette drogue douce de l'intérim, qui nous mettent dans des situations absolument terribles. S'il y a une mesure à prendre rapidement, c'est de réguler. À l'hôpital de Millau, les intérimaires touchaient 5 fois plus que les titulaires. Intenable. La direction essaie donc de se passer de leur service et d'attirer des profils plus stables. Elle a lancé il y a 10 jours une bourse mensuelle aux étudiants. Nous proposons aux étudiants de 3e année une bourse d'un montant de 450 €. Et ensuite, ils ont effectivement un engagement de servir de 2 ans. Une méthode déjà employée par certains hôpitaux privés, notamment en Île-de-France. Parlons maintenant de cette obligation du contrôle technique des 2 roues de plus de 125 cm3. En théorie, le décret devrait être appliqué en octobre prochain et Mayotte reste évidemment concernée par ce décret. Mais selon la Fédération française des motards en colère, qui est opposée à tout blocage, son application sera peu probable. Explication avec ce cas de figure à La Réunion dans ce reportage d'Ariane Morani et Florence Bouchou. C'est un rituel quand on est motard. Ici, j'ai la tension de la chaîne. On vérifie les pneus, pas d'usure. Un dernier coup d'œil aussi au niveau des optiques et des freins. Ces vérifications pour un motard, c'est tous les jours ou presque. Alors le projet de contrôle technique obligatoire est source d'incompréhension. À l'usage au quotidien, lorsque nous avons notre moto et que nous l'entretenons pour notre sécurité, il n'y a pas de pertinence à mettre en œuvre le contrôle technique et à ajouter une taxe ou une rançon particulière. Privilégier des mesures alternatives, comme par exemple également la prime à la conversion pour le renouvellement du parc, c'est l'une des propositions de la Fédération des motards en colère. Qu'est-ce qui pourrait marcher à l'échelle de la France pour compenser l'absence de contrôle technique? Bien, si on est cohérent et selon la finalité, on va peut-être travailler pour la sécurité routière sur le comportement des personnes, sur la formation, et puis pour la pollution, eh bien, on voit déjà que se déploient en métropole des radars Méduse qui visent à détecter les nuisances sonores et à les sanctionner. La Fédération des motards en colère assure que le décret ne peut pas en l'état être appliqué au 1er octobre comme prévu. Le Conseil d'État a récemment rappelé que si le décret n'était pas abrogé, il fallait qu'il soit mis en place en 2022. Nous avons réagi, le gouvernement a réagi aussi et a annoncé récemment, il y a quelques heures, que de toute façon, nous allons finaliser l'abrogation de ce décret et que nous travaillerons sur les propositions pour 2023. Rien ne devrait donc changer avant le 1er janvier prochain. Les centres de contrôle technique ne sont de toute façon pas prêts. Et pour terminer, parlons de musique dans ce 19h. Une semaine après le Maoré Jazz, sachez qu'en ce moment, sur la place de la République à Mamoudzou, se clôture un autre festival, celui du Yelewa Jazz, un style musical mis à l'honneur lors de ces événements. Mais d'autres sonorités sont également représentées. Écoutons à ce propos Quentin Kojo, président de l'association Yelewa Jazz. Il répond au micro de Jaïdi Maolida. C'est une manifestation qui est ouverte à tout le monde. Voilà. Donc le thème cette année c'est Latin Jazz, un mélange de salsa et de jazz, de salsa jazz et puis d'autres musiques traditionnelles. Ça va être le moment de réaliser des activités physiques, mais on va dire dans la danse. Voilà. Et tout le monde pourra danser. Il y aura de la musique pour satisfaire tout le monde, puisque nous avons différents groupes qui vont passer. Il y aura un groupe malgache, un groupe afro-africain
On aura aussi le groupe de Orlando Palo, qui est un groupe de Latin Jazz. Mais spécialement pour les auditeurs et puis pour le public, 80% de la prestation va être basée sur la salsa. Donc on pourra danser. Et voilà qui met un terme à ce journal du dimanche. Merci pour toute votre fidélité tout le long de cette semaine. Demain soir, vous serez avec Siti Darossi. On se retrouvera dès mardi. Tout de suite, le bulletin météo. Et juste après, on sera de nouveau ensemble pour le journal en maoré. Très bonne soirée à tous et à tout à l'heure.